Bienvenue sur Comwatt TV. Alors donc ce soir dans le café débat de Comwatt, on reçoit Nicolas Defresne qui nous fait donc l'amitié de nous rejoindre pour parler effectivement d'un sujet de tout ce qui est lié à l'écologie autour des panneaux solaires, notamment du recyclage. Donc Nicolas, je vais lui laisser se présenter brièvement de manière à ce qu'il nous explique un petit peu son parcours, d'où il vient, quelle est sa formation initiale. Et comment il a atterri dans le chaudron de l'énergie renouvelable et de PV Cycle. Nicolas, c'est à vous. Bonjour, mais merci déjà de m'avoir invité pour votre café débat. Moi, je suis arrivé un peu par hasard, à vrai dire, dans ce secteur, parce que lorsque j'étais étudiant, c'était pas un sujet qui me passionnait, ni à la fois les énergies renouvelables, ni même le recyclage. J'étais un peu écolo, mais comme on pouvait l'être, et comme beaucoup de gens l'étaient. Juste après mes études, je suis parti travailler en Chine, en particulier, et j'ai rencontré notamment des gens qui, pour le coup, travaillaient dans le solaire, et je me suis aussi, j'ai pu me rendre compte aussi des dégâts que pouvait causer une industrialisation trop rapide, pas forcément toujours bien maîtrisée, en tout cas, un environnement qui était dégradé. Et c'est là où rapidement, alors à l'époque avec un ami qui travaillait pour un fabricant de panneaux solaires chinois, on s'est dit les panneaux ça se recycle pas. Et puis on s'est dit c'est quand même très bizarre. Et c'est une filière qui était jeune et c'est normal, mais il existait rien à l'époque. Et donc on a monté une petite boîte. Alors à l'époque qui s'appelait Photocycle. On a fait des fonds et on s'est dit on va monter une usine de recyclage de panneaux photovoltaïques parce qu'on pense en plus qu'il y a un business model, enfin voilà, vraiment entrepreneurial. Donc on a récupéré de l'argent auprès de business angels, on a eu de l'argent de l'ADEME, on a fait ça. Et puis simultanément au niveau européen, la réglementation des 3E qui existe, qui est applicable aux panneaux photovoltaïques, existe depuis 2005. Était modifié pour inclure dans son champ d'application les panneaux photovoltaïques. Et à ce moment-là, j'avais pu commencer à avoir des relations avec la filière photovoltaïque, les filières de recyclage, et on est venu me proposer de m'occuper de monter l'éco-organisme. Alors ça, c'était en 2013 ou 2014. 2013 plutôt. Et en 2014, donc j'étais seul, entre guillemets, à aller voir les différents fabricants, les industriels, les importateurs, leur dire attention, il y a une réglementation qui arrive, donc on a encore une chance de jouer dessus. Et puis il faut aussi se préparer parce que vous allez avoir des obligations en termes de collecte, en termes de recyclage et ainsi de suite. Et donc ça a fonctionné puisqu'on a réussi à entraîner un certain nombre de metteurs sur le marché qui ont été pour le coup pionniers, à ce qu'ils rejoignent l'éco-organisme avant même qu'ils aient des obligations. Je pense à des sociétés comme Urba Solar, comme Voltex Solar, qui est un fabricant, EDF, voilà. Je ne vais pas tous les citer, ils sont sur notre site. Oui. Et voilà. Et puis on a ensuite eu l'agrément à partir du 1er janvier 2015, et puis voilà, depuis on avance. D'accord, très bien. Et les Allemands, la réglementation allemande n'a pas poussé? Moi je pense que c'était elle qui avait poussé au début pour que ce soit maîtrisé dans sa globalité. Alors, c'est une réglementation européenne, c'est une directive, c'est la directive D3E. Donc, il y a eu la première version de 2005 et vous avez la version 2012-19 UE qui est celle en vigueur aujourd'hui. À l'époque, notamment, j'ai souvenir qu'effectivement, les Allemands étaient en faveur de l'intégration du photovoltaïque dans le champ d'application, mais je n'ai pas souvenir que la France y était particulièrement opposée. D'accord, non, mais je ne parle pas de France opposée, je parle d'Allemands, des Verts qui étaient très présents politiquement en l'an 2000, qui poussaient sur les énergies renouvelables et je me demandais s'ils avaient poussé également sur la partie recyclage. C'est ça en fait là. Parce qu'en France, personne n'avait poussé sur le recyclage, je pense. Oui, non, l'Allemagne en plus avait déjà un marché déjà beaucoup plus développé que le nôtre, donc le problème s'est posé aussi avec plus d'acuité et plus tôt chez eux. Donc nécessairement, effectivement, les Allemands ont été assez... on aura peut-être l'occasion de reparler de l'Allemagne, parce que l'Allemagne n'est pas le modèle en termes de gestion de déchets en Europe, loin de là. Mais en l'occurrence, il y avait, oui, cette appétence, je pense, politique, mais il y a aussi cette question d'acceptabilité sociale. Je pense qu'on aura l'occasion d'en revenir, mais oui, une énergie propre, c'est pas pour d'ailleurs se retrouver avec des panneaux dans la nature. Exactement, c'est tout l'intérêt de ce café débat ce soir. Alors très bien, merci pour cette présentation rapide. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord, toujours dans la phase présentation,
PV Cycle, rapidement, voilà, parce que tout le monde, je pense, connaît PV Cycle de nom. On a peut-être des fausses idées, donc dites-nous brièvement, en quelques minutes, ce que c'est, ce que ça reprend et ce que c'est pas. Alors, il y a deux choses, il y a la marque et l'éco-organisme. Alors, je vais commencer par l'éco-organisme. Donc, PV Cycle France, c'est une société par action simplifiée, une SAS, qui a un agrément d'éco-organisme. C'est-à-dire que vous avez des obligations dans la loi et un cahier des charges, et vous êtes candidat à l'agrément d'éco-organisme. Vous en connaissez tous, des éco-organismes. Les plus connus sont Citeo, anciennement Éco-emballage, mais Écosystème, Récibum pour les lampes, vous avez Corépil pour les piles, enfin, Écomobilier pour le mobilier, voilà. Et on assure de manière collective la gestion des obligations individuelles des metteurs sur le marché de la filière. C'est-à-dire que si vous vendez 10% des panneaux photovoltaïques mis sur le marché en France, vous avez la même année individuellement l'obligation de collecter 10% des déchets issus de panneaux photovoltaïques à ce moment-là. L'intérêt d'un système collectif, qui est le nom juridique d'ailleurs de l'éco-organisme, le système collectif, dans la REP, la responsabilité élargie du producteur, c'est de dire on a collectivement cette obligation d'aller collecter et recycler les équipements qu'on a mis sur le marché. C'est le principe pollueur-payeur. Alors, j'aime pas trop ce terme parce que je considère pas que nos metteurs sur le marché soient des pollueurs, mais bref. Et on le fait de manière solidaire. C'est-à-dire que demain, si un metteur sur le marché a disparu, je vais prendre un exemple, une marque française, Oversun, il y a 10 ans, ils vendaient des panneaux. Aujourd'hui, on peut collecter des panneaux Oversun, mais Oversun n'est plus là. C'est financé par le système collectif, au prorata de votre part de marché. C'est un peu comme le système de retraite par répartition, en réalité. Chacun finance pour ses obligations. Et l'intérêt, c'est que c'est pas un sujet concurrentiel en tant que tel. C'est-à-dire, pour faire une analogie, si demain je vous dis que Coca-Cola est cancérigène, vous allez clairement pas vous ruer sur Pepsi. Et ben si demain on vous dit les panneaux de tel fabricant ils sont pas recyclés, vous allez pas vous dire que par contre son petit voisin il est exceptionnel. Vous allez vous dire tous pourris. Malheureusement, c'est un peu comme ça que les gens fonctionnent. Et donc ce système collectif permet d'assurer le fait qu'il n'y ait pas de déchets orphelins d'une part et qu'on remplit les obligations de tout le monde. Nicolas, vous avez peut-être deux micros, il y en a un qui switch l'un sur l'autre, et des fois il y a beaucoup d'écho, alors je ne sais pas comment ça se fait. Alors, quand vous bougez. Alors, attendez, je vais. Non, j'ai qu'un seul micro normalement. Bon. Ok, bon bah c'est bon, alors c'est peut-être le vocal sur votre voix qui change. Donc ok, allez-y, mais ne bougez pas trop devant votre micro, s'il vous plaît, merci. Ok. Donc, d'une part, j'essaie de plus viser le micro avec ma ah ouais, merci. Voilà, donc ça c'est l'éco-organisme. Oui. Voilà, il y a une gouvernance assurée par les metteurs sur le marché. Donc on a des administrateurs qui sont des sociétés de la filière photovoltaïque qui ont un intérêt commun, remplir leurs obligations, mais aussi payer le moins possible d'éco-participation qui est retransmis jusqu'au consommateur final. Puis il y a aussi alors la marque PV Cycle France. Alors vous l'avez peut-être lu si vous êtes un lecteur assidu de PV Magazine, mais sinon, je vous redonne l'information. On va changer de nom en juin, puisque PV Cycle, c'est une licence. Alors, effectivement, vous avez des PV Cycle dans différents pays, qui ont d'ailleurs des gouvernances qui ont plus ou moins un lien avec l'association PV Cycle, qui est basée à Bruxelles. Mais en l'occurrence, dans ce qui est notre cas, PV Cycle France, notre gouvernance est assurée par les metteurs sur le marché français. Voilà. Et donc, on va changer d'ailleurs de nom pour éviter la confusion avec les autres PV Cycle. D'accord, très bien. Donc, chaque PV Cycle dans chaque pays est indépendant. Dans certains pays, ils ne sont pas indépendants. En France, on l'est. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Merci pour cette présentation. Alors, on va passer dans différents groupes de questions. Donc, un premier groupe de questions sur l'information et la lutte contre la désinformation. On a déjà commencé un petit peu à en parler. Ensuite, il y a un sujet sur la partie fabrication des panneaux photovoltaïques qu'on va aborder. Ensuite, on va passer sur un aspect environnemental et on finira effectivement pour la recyclage et les questions diverses qui viendront par la suite. Alors, comme toujours dans les cafés débats comme Watt, vous pouvez tous les participants peuvent poser des questions à travers le chat et je me ferai un plaisir de les relayer. Vous pouvez même, si vous avez une bonne qualité sonore chez vous, allumer votre micro et pouvoir poser directement une question à Nicolas. Et l'idée, c'est que vous pouvez ne pas être d'accord avec Nicolas, mais l'important, c'est de rester le plus courtois possible et d'exprimer vos sentiments de manière factuelle. Et c'est un café débat. On n'est pas dans une réunion de travail. On est plutôt dans
en ambiance détente, comme si on était entre amis dans un café en train de boire un verre, et on peut avoir tous des opinions différentes, donc respectons les avis des uns et des autres, de manière constructive, de manière à pouvoir effectivement aider tout le monde à pouvoir à progresser, à ouvrir un petit peu nos horizons autour de cette question qui est clé, de tout ce qui est traitement environnemental autour des panneaux solaires. Alors, première série de questions sur la lutte contre la désinformation. Quelles sont les principales fake news contre lesquelles que vous rencontrez le plus souvent dans votre travail de tous les jours et qui vous embêtent, qui vous obligent à répéter quasiment toujours un peu la même chose? Alors, je dirais la première, c'est les panneaux photovoltaïques ne se recyclent pas. On avait fait une petite vidéo qui commençait par un micro-trottoir. On demandait aux gens dans la rue est-ce que les panneaux se recyclent. Alors, et beaucoup disaient je ne sais pas. Alors, la plupart ne savent pas en fait. Certains pensent que non. Et des gens savent. Il y a un sondage d'ailleurs qui a été réalisé, alors je crois par Insane Mitress il y a pas longtemps, qui disait que seulement un tiers des Français savent que les panneaux se recyclent. Et non seulement ils se recyclent, mais en plus ils se recyclent très bien. C'est-à-dire qu'on est sur des taux de valorisation qui sont assez proches de 95%. Alors ça dépend de la technologie, ça dépend d'un certain nombre de facteurs, mais c'est bien supérieur aux taux auxquels nous sommes astreints par la réglementation au niveau européen. L'objectif de valorisation d'un panneau photovoltaïque en pourcentage du poids, c'est 85%. Aujourd'hui, en France, on s'est monté jusqu'à 95%. D'accord. Il y a aussi, et la deuxième, je dirais, grande fausse idée qu'on retrouve, c'est sur les terres rares, la présence de terres rares dans les panneaux photovoltaïques. Alors, il y a une note de l'ADEME qui a précisé que c'était faux, mais beaucoup de gens imaginent qu'on utilise un tas de choses, soit très polluantes, soit très rares pour faire les panneaux photovoltaïques. D'accord. Alors, merci pour ce retour. Donc, ces deux fake news principales. Alors, qui les colporte, ces fake news? Quels sont ceux qui sont les caisses de résonance les plus grosses pour faire... Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Je donnerai pas de nom, mais il y a des gens qui n'ont pas forcément... Vous pouvez après... L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de langue de bois, parce qu'après, si tout le monde fait la langue de bois, on n'avance plus. Hein. Non, mais j'ai pas de... Non, mais en tout cas, c'est toujours les habituels, les gens qui pensent que les énergies renouvelables sont intermittentes. Alors, les gens qui veulent pas voir le développement du photovoltaïque. Donc, on voit des gens mais je pense que c'est beaucoup de la mauvaise information et une forme d'esprit un peu conspirationniste de dire finalement le solaire. Et moi, je pense que entre guillemets le péché du solaire, c'est que c'est trop beau pour être vrai pour certains. C'est une énergie propre, une énergie, tout le monde peut en bénéficier, l'énergie du coût marginal zéro. C'est tellement beau qu'il doit y avoir un truc. Et les gens se disent ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais. C'est ce que je pense également. Très bien. Alors, il y a une question de Serge qui dit il semblerait que beaucoup de panneaux qui partent en recyclage fonctionnent encore. Alors, est-ce que vous pouvez et du coup, est-ce qu'on broie des panneaux qui fonctionnent encore alors qu'on pourrait peut-être les utiliser pour un usage moins élitiste que mettre sur des toitures? Alors, qu'il y ait des panneaux qui partent au recyclage qui fonctionnent encore, oui, évidemment. Alors, c'est une vaste question, c'est la question du réemploi et de la réutilisation. Alors, il faut déjà voir que le statut de déchet donne un certain nombre de contraintes. Et moi, je suis un peu comme Midas à l'envers, en tout cas l'éco-organisme, c'est Midas à l'envers, c'est-à-dire que moi, vous me donnez un panneau photovoltaïque, il a légalement le statut de déchet. Et vous pouvez pas prendre un déchet pour le réinstaller sur un toit. Vous devez sortir légalement de ce statut de déchet. Aujourd'hui, nous, on a fait plusieurs études, on a travaillé avec des partenaires. D'une part, c'est assez compliqué d'estimer le nombre de panneaux qui seraient encore fonctionnels et qui nous sont remis. Et c'est aussi pas économiquement intéressant d'utiliser des panneaux issus du réemploi par rapport à des panneaux neufs. Vous savez tous parfaitement, le coût watt-crête des panneaux neufs c'est baissé de manière considérable. Et aujourd'hui, si moi, on me remet un panneau en tant qu'éco-organisme, il y a un processus qui s'appelle la préparation en vue de la réutilisation qui permet de le réutiliser, je ne peux pas le remettre sur le marché sans le recertifier. Il y a des questions d'assurance, il y a des questions de sécurité. Et aujourd'hui, faire passer un flash test à tous les panneaux qui arrivent sur une ligne de traitement pour en plus avoir des panneaux qui ont des rendements similaires, parce que si vous mettez des panneaux avec des rendements trop variés, vous allez ligner sur la performance du moins bon.
font que aujourd'hui on n'a pas trouvé d'équilibre économique qui permette de remettre sur le marché des panneaux issus de la réutilisation. Alors après, vous avez ce qu'on appelle le réemploi. Mais le réemploi, c'est le bon coin. Vous vendez vos panneaux d'occasion. Donc, la question, elle est plus de se dire, est-ce que c'est plutôt au détenteur, en réalité, pour moi, de faire cet effort de réflexion, de dire, moi, j'ai 10 panneaux, je pense qu'ils peuvent être réutilisés, j'essaye de les revendre. Et si vous n'arrivez pas à les revendre, ça veut aussi dire quelque chose. Parce que ça veut aussi dire que personne n'en veut. Et si vous arrivez à les revendre, bah, tant mieux, ils seront utilisés pour une autre utilisation. Moi, je pense, enfin, j'ai de l'espoir, notamment sur des questions liées au mobilier urbain. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Et là, on a lancé un appel d'offres et on a notamment un prestataire qui nous a fait une proposition de travail sur la réutilisation qui nous semble assez intéressant. Mais dans les faits, on se retrouve avec des panneaux dont il n'est pas simple de remettre sur le marché. Et par ailleurs, je ne suis pas toujours convaincu que le réemploi ou la réutilisation est la meilleure solution écologique. Et notamment quand on parle de concurrence d'utilisation des sols, on ne va pas faire une centrale avec des panneaux issus du réemploi. Vous voulez réduire votre empreinte géographique, si je puis dire, et maximiser votre production électrique. Ok. Très bien. Merci pour ce retour, Nicolas. Alors, dans la partie donc des questions sur fabrication des panneaux solaires, alors quels matériaux composent un panneau solaire cristallin? Alors, principalement, c'est du verre. On est aux alentours de 70% de la composition moyenne, en tout cas dans ceux qu'on recycle, puisque nous, on recycle des panneaux un peu vieux, donc on peut estimer qu'on a un retard par rapport à ce qui est produit aujourd'hui, parce que la composition évolue. Mais alors 70% serait en moyenne du verre, qui est recyclé en 3 granulométries différentes. Alors, dommage, je les ai mis un peu loin de moi, mais j'ai les fractions, mais attendez. Non, pas à peine de rentrer dans les détails. C'est juste parce qu'en fait, on a plein de questions. C'est juste pour dire, en gros, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans un panneau solaire, c'est quoi en 2 minutes. C'est vraiment 70% du verre, 14% en moyenne de l'alu, donc pour ceux qui ont un cadre en alu. On est aux alentours de 8% pour tout ce qui est polymère, donc backsheet, EVA. Le plastique également qui constitue la gaine autour du câble électrique. Voilà. On récupère aussi des plastiques. Voilà. Le silicium plus les métaux en surface de la cellule, c'est entre 3 et 4%. Voilà. D'accord. Très bien. La question, c'est si la production double, aujourd'hui, quand on regarde la loi effectivement d'évolution de la production solaire, on voit qu'on double la production mondiale, la capacité de production mondiale tous les 3 ans à peu près, au niveau des usines, pour arriver, tel que certains prévisionnistes arrivent à estimer que 50% de l'énergie pourrait être photovoltaïque à 2050 à peu près. C'est des ordres de grandeur. Donc, si on a cette quantité hallucinante de panneaux solaires qui sont à fabriquer, existe-t-il des goulots d'étranglement pour les fabriquer? Est-ce qu'à un moment donné, on va se retrouver coincé? Est-ce qu'on va se retrouver en panne d'un certain composant? Parce que vous avez cité donc le verre, je pense pas. L'alu, je pense pas. Le backsheet, TEDLAR, EVA, bon, je pense pas, parce qu'on consomme moins de pétrole et on va peut-être l'utiliser pour faire ça. Est-ce que dans les parties cellules, il y a des choses, des composés rares qui risquent de manquer si on arrive à 50% de l'énergie produite sur Terre qui est d'origine solaire photovoltaïque? Absolument. On parle aujourd'hui beaucoup de l'ère du terawatt-crête. Oui. On a fait une petite simulation. Si vous voulez produire un terawatt-crête, il vous faut notamment 29 000 tonnes d'argent. 29 000 tonnes d'argent, c'est 94% de la production mondiale aujourd'hui. Alors, c'est une hypothèse avec du PV mono, cristallin, PERC fixé. Mais 1 terawatt-crête, ça veut dire 94% de la production mondiale d'argent, 19% de la production mondiale d'aluminium. Alors, vous avez raison, c'est pas un goulot d'étranglement, mais ça va faire monter les prix. 35% de la production mondiale de cuivre, 32% de la production mondiale de silicium. Et pour le verre, vous avez tout à fait raison, c'est 0,04% de la production de verre. Mais il y a un enjeu et il y a même il y a un plafond qui n'est pas dépassable sans le recyclage ou sans une rupture technologique, qui est la consommation d'argent. D'accord. Et 1 terawatt-crête, c'est quoi? Combien il en faut pour arriver à 50% de la production électrique mondiale? 1 terawatt? Vous me posez une colle.
Ah, ok, non, mais c'est juste comme ça pour savoir un petit peu de. Ok. Donc du coup, effectivement, donc vous dites effectivement qu'on arrive effectivement si on est sur des volumes très importants, avec l'obligation de recycler, pour pouvoir atteindre ces volumes qui sont très importants, sachant que la durée de vie d'un panneau, vous l'estimez à combien? C'est vrai que les fabricants les garantissent 25 ans. On a des panneaux aujourd'hui qui durent 40 ans. Vous, d'après vos statistiques, les informations que vous avez, si on vous demande là, c'est quoi la durée de vie moyenne d'un panneau? Qu'est-ce que vous répondez? Ce sujet, mais c'est toute une question de perspective. Nous, on parle de durée d'usage. C'est-à-dire Ouais. qu'on a un produit qui a une durée de vie supérieure à sa durée moyenne d'usage. Moi, je pense que, et on le voit, on n'a pas encore assez de recul pour donner un vrai chiffre, mais je pense qu'on va être plutôt sur entre 15 et 25 ans. Je pense qu'en Allemagne, ils ont fait une étude, ils estiment à 18 ans, alors pour des panneaux sur des grandes centrales. Je pense que la durée d'usage n'est pas la même selon que vous soyez sur un ménage, sur un toit, que sur une grande centrale et tout ce qui est utility scale, où là, vous avez des effets comptables d'ailleurs d'amortissement qui font qu'au bout d'un certain moment, le repowering, ça peut être le bon choix économique. Et peut-être le bon choix environnemental. Je pense qu'effectivement... Ça veut dire que vous dites qu'en Allemagne, les gens mettent des panneaux solaires qui sont garantis 25 ans. Au bout de 18 ans, ils les enlèvent pour mettre des panneaux plus puissants, pour pouvoir produire plus. Et ces panneaux donc, qui sont enlevés, ils vont où après? En théorie, ils sont recyclés ou ils ont une seconde vie. D'accord. Très bien. Donc du coup, effectivement, là, en termes de matière, c'est vrai qu'il y a peut-être... c'est pas l'optimum quand même, j'ai l'impression quand même, de pas aller au bout de la durée de vie. Ça dépend. Il faudrait mesurer, mais vous allez aussi. Est-ce que c'est aussi un optimum de produire moins d'électricité sur la même surface pendant un temps donné? Moi, je suis agnostique sur la question du repowering parce que nous, on n'est pas non plus l'éco-organisme n'est pas là pour donner de leçons. Mais de la même manière, et moi non plus. Hein. On peut tous se relier à ça. Quand vous allez déposer dans un supermarché une pile, personne n'est là pour vérifier que vous avez bien fini la pile. Et il se trouve qu'un tiers des piles, il me semble, sont encore pleines, ou en tout cas encore de l'énergie. Donc, c'est une responsabilité qui est vraiment la responsabilité du détenteur. Nous, on est... Sûr, mais oui. Mais je ne jette pas la pierre, hein, c'est juste on discute, on est tous là, vous êtes chez PV Cycle, il y a plein de gens qui sont dans le solaire, qui participent à la réunion ce soir. L'idée, c'est pas de jeter la pierre aux uns aux autres, c'est de dire, voilà, collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire de moins idiot pour effectivement réduire l'impact écologique du solaire, pour pouvoir effectivement avoir un effet maximum. Mais moi, si je peux me permettre, j'aimerais bien reposer une question autour du réemploi. Alors, c'est toujours Serge. Allez-y, Serge, je vous en prie. Parce que je comprends bien qu'on enlève des panneaux photovoltaïques qui fonctionnent finalement, parce qu'à un moment donné, pour produire plus d'électricité, il vaut mieux en avoir des plus récents et des plus performants, ce qui est assez intelligent et assez structurant d'une certaine façon, mais c'est quand même dommage de mettre les autres dans des filières de recyclage alors que peut-être qu'ils sont utilisables. Et est-ce qu'il ne faudrait pas penser justement à ce sujet du mobilier dont vous avez parlé? Moi, je pensais à la mobilité, tout ce qui va être charge de vélo électrique, trottinette électrique et tout ce qui va dans ce sens-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas des enjeux à regarder un peu plus largement pour créer ces filières, en fait? Non, mais bien sûr, c'est d'ailleurs une des choses sur lesquelles on travaille. Alors moi, j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est une start-up allemande qui s'appelle Suncrafter, qui récupère des panneaux issus du réemploi. Et ils en font des petites bornes, par exemple, que vous mettez mettez ça sur les concerts, par exemple. Donc vous avez alors en ce moment, il y a peu de concerts, je vous l'accorde, mais dans un festival, et puis les festivaliers peuvent venir rebrancher leur téléphone sur des prises USB, voilà. Moi, je suis convaincu qu'il y a des usages pour ces panneaux issus du réemploi. On y travaille, ça fait partie de nos missions d'agrément aussi d'y travailler. Donc, ce n'est pas un angle mort, mais je pense qu'il faut aussi bien considérer que le marché du réemploi est une niche, en réalité. J'ai vu une étude qui a été faite par l'IMEC il n'y a pas longtemps, qui estime qu'au niveau européen, le marché du réemploi en Europe, dans quelques années, ils estiment ça à 10 mégawatts crête, dans toute l'Europe. Les volumes de panneaux qui arrivent en fin de vie sont largement supérieurs, en fait, à sa capacité d'absorption du réemploi. Et puis, moi, je veux dire, c'est quand on est passé à l'écran plat, il y avait beaucoup d'écrans cathodiques qui marchaient encore. Mais il n'y avait pas de marché pour ces écrans cathodiques parce que les gens étaient passés à autre chose. Donc, c'est un peu la... Ok. Merci Nicolas pour cette question et merci Serge pour
pour la question et merci Nicolas pour la réponse. Donc, on va passer maintenant sur la partie environnementale. Quel impact environnemental pour la fabrication d'un panneau solaire? Alors, je ne saurais pas vous dire, puis ça dépend s'il est fait en Norvège ou en Chine ou en France. Hein, c'est pas le même mix électrique. Il y a une analyse de. Donc, c'est l'énergie alors. C'est l'énergie qui est le plus gros impact environnemental pour la fabrication d'un panneau. Oui, et les ressources qui sont minées, les ressources premières, les matières premières primaires, ont un impact généralement plus important que les matières primaires secondaires issues du recyclage. Donc après, je suis pas expert sur la question de la fabrication, je pourrais pas vous dire, mais il y a une étude du Fraunhofer en 2012 qui dit que pour une tonne recyclée, il y a 1,2 de panneaux photovoltaïques, il y a 1,2 tonnes d'émissions à effet de serre évitées. D'accord. Donc d'où l'importance du recyclage. Donc du coup, tout ce qui est bilan CO2, vous avez des idées un petit peu du CO2 pour produire 1 kWh en solaire? C'est des choses qui sont un peu limites par rapport. Non, c'est pas forcément des sujets qui sont. Non, c'est pas des questions dont nous on se préoccupe. En revanche, cette année avec les mines ParisTech, on a lancé un projet d'étude de l'impact CO2 de la collecte, parce qu'il faut pas oublier le recyclage. Il faut chercher des panneaux qui les amènent vers des usines de recyclage, et c'est potentiellement pas négligeable. Et puis évidemment l'impact du recyclage lui-même. Donc on aura, j'espère, des données en fin d'année. Enfin, c'est un projet qui est censé durer 18 mois, mais peut-être qu'on aura quelques premières données au moins sur la collecte, et c'est des données qu'on rendra publiques. D'accord. Après, il y avait une question aussi qu'on avait préparée sur la partie est-ce que c'est écologique d'importer des panneaux de l'autre bout du monde, de Chine par exemple, par rapport à d'autres manières de les produire? Encore une fois, il faut faire l'analyse. Si vous avez un mix très carboné, bon, en l'occurrence, c'est pas un secret, c'est le cas de la Chine qui utilise encore beaucoup de centrales à charbon. C'est évident que avoir des fours à silicium en Chine, ça a un impact carbone bien plus important que vous n'auriez en France, où c'est une énergie principalement nucléaire, donc décarbonée, et en plus vous n'aurez pas de transport. Après, le marché est tel qu'il est. Nous, on ne demande pas on collecte indépendamment de la technologie, d'ailleurs, de la marque ou de l'année mise sur le marché. D'accord, ok, très bien. Non, mais c'était des questions un peu périphériques autour du recyclage, qu'on arrive maintenant aux questions du recyclage. Donc, aujourd'hui, vous dites, quel est à peu près le volume, par exemple, sur 100 panneaux vendus en France, combien vous en recyclez, vous, à peu près? C'est quoi le pourcentage de panneaux que vous recyclez par rapport à ceux qui sont vendus? Alors, on peut faire le calcul l'année dernière. Bon, c'est une année exceptionnelle en termes de mise sur le marché, mais en déclaré mise sur le marché, il y avait 136 000 tonnes déclarées en 2020. On a collecté en face 4 102 tonnes. Donc, je vais plus vite fait, mais... Il y a 4%, ouais. Oui, un petit peu moins même, hein. Mais oui. Ouais, ok. Donc ça, c'est aussi lié au fait qu'on est sur un marché d'équipement, et un marché d'équipement à longue durée de vie relativement jeune. Ok. Et du coup, effectivement, vous recyclez enfin, pour l'instant, on recycle, parce que les panneaux ont une durée de vie, vous dites tout à l'heure, une durée d'usage de 18 ans en moyenne, mais avec une espérance de vie de 40 ans pour certains usages. Donc, du coup, on comprend qu'effectivement, que le marché a vraiment décollé dans les années 2000. Donc, la première vague va arriver vers 2030, 2040. Ouais. Même avant. Moi, je peux vous dire, en 2015, la première année, on a commencé à collecter, c'était 366 tonnes. En 2019, on a collecté 5000 tonnes. En réalité, on a moins collecté en 2020 qu'en 2019 à cause du Covid, puisque ça a ralenti les opérations. Mais nous, nos projections de collecte en 2021, là, c'est 7769 tonnes. Mais derrière, il y a un côté exponentiel, puisque en 2030, on sera à 45 000 tonnes, et en 2040, on sera à 132 000 tonnes à aller chercher. Et ce qui est important, c'est de se dire aussi, y a-t-il des capacités de recyclage en face? Et en fait, non. D'accord, parce que c'est très long, en fait. J'imagine, c'est très long de mettre en place des capacités de recyclage. C'est des usines qui mettent du temps à se construire, à se financer. On est sur un marché qui a explosé. Aujourd'hui, la première unité au monde industrielle de recyclage de panneaux photovoltaïques, elle a été montée en France, à Rousset, par une filiale de Veolia, suite à un appel d'offres. Là, on a lancé sa capacité théorique de traitement, c'est 4000 tonnes par an.
Bah voilà, on a déjà 4000 tonnes il y a 2 ans. Donc là, on a lancé en février des appels d'offres et on va choisir d'ici juin. L'objectif, c'est de faire construire 2 nouvelles usines supplémentaires de recyclage en France. Et il y a un enjeu, et la France est vraiment à l'avant-garde. On est le seul pays à en construire, sachant qu'en 2023, il y aura plus de volume de panneaux photovoltaïques que de volume de traitement de verre plat. Et moi, un truc qui me désole, c'est que quand je regarde la qualité du recyclage dans les autres pays, parce que recycler, c'est facile, hein, et c'est pour ça que je vous disais, l'Allemagne n'est pas l'exemple. En Europe, loin de là, c'est une manière de calculer qui est habile, dirons-nous. Mais vous pouvez bien recycler et mal recycler. Et qu'est-ce qui est important? Parce que recycler, moi, je peux vous faire du calcin de verre très impur, on va le mettre en sous-couche routière et je suis à mes 95% de taux de valorisation, il n'y a pas de problème. Mais en fait, vous allez perdre toute la valeur matière. Vous avez une étude de l'IRENA qui dit que d'ici 2050, d'ici déjà 2030, la valeur en matière première à récupérer issue du recyclage, c'est 380 millions d'euros dans le monde. C'est 13 milliards d'euros d'ici 2050, toujours dans le monde. Donc, qu'est-ce qui est important quand on recycle? Vous avez l'équilibre technico-économique. Alors, il y a tous les aspects environnementaux, mais ne serait-ce que sur la question économique, et je trouve que dans le panneau photovoltaïque, on a une chance, c'est qu'elle rejoint l'intérêt environnemental, c'est que bien recycler, c'est moins cher que mal recycler. Mais c'est vrai à long terme, enfin, à moyen et long terme. Mais à court terme, et c'est ce qu'on voit dans les autres pays européens, vous avez 0 investissement pour le recyclage du panneau photovoltaïque, parce que vous n'avez pas le système d'éco-organismes comme il est organisé en France. Il est vrai, des éco-organismes qui sont seuls sur leur marché, donc qui ont les moyens de voir à très long terme, mais on est sur des marchés absolument opportunistes, en Italie, en Allemagne notamment, où les gens, leur but, c'est de payer l'éco-participation là tout de suite la moins chère possible, faire aucune provision. Alors d'ailleurs, le jour où les volumes exploseront, on verra comment ils paieront, peut-être que ça sera le contribuable italien ou allemand qui paieront, mais vous êtes dans un système où si vous investissez pas aujourd'hui, parce qu'on est au début du tsunami, vous allez vous faire submerger, ça va vous coûter des fortunes en termes de gestion, ça va vous coûter aussi en termes d'image, parce qu'à un moment, les gens ne seront pas dupes de dire que quand en Belgique, ils passent les panneaux photovoltaïques dans des broyeurs de VHU, véhicules hors d'usage. C'est-à-dire que vous récupérez une sorte de gloubi-boulga dont vous ne pouvez pas faire grand-chose, si ce n'est de la sous-couche routière. Et quand vous voyez la quantité d'argent qu'on évoquait tout à l'heure, les 29 000 tonnes qui seraient consommées pour Interway. Et si on ne va pas chercher cet argent, si on ne va pas récupérer ces métaux qui sont en tension, et ben demain, non seulement on aura un problème pour la production, mais on perd de l'argent. Et ce qui est important… Ouais. Donc, du coup, aujourd'hui, s'ils préfèrent le broyer dans des broyeurs pour faire la sous-couche routière, ça veut dire que quelque part, ça coûte moins cher d'aller chercher de l'argent dans une mine que d'enlever l'argent d'un panneau solaire. Ah bah oui. Mais alors, c'est quoi la différence? C'est quoi? C'est du simple au double? C'est de 1 à 3? C'est de 1 à 10? C'est quoi la différence de valorisation? Je peux vous dire que moi, des chiffres que j'ai pu voir, je pense qu'en France, le coût de traitement en France par rapport aux données que j'ai pu voir de coût de traitement dans d'autres pays, on est à 4 fois plus en France. Sauf dans les autres pays. C'est-à-dire que, juste pour résumer, c'est-à-dire que ça coûte 4 fois plus cher de recycler, d'aller chercher l'argent qui est dans un panneau solaire que d'extraire de l'argent dans la couche terrestre. Ça. Oui, mais ce que je veux dire, et pour bien comprendre mon point, il faut comprendre le business model d'un éco-organisme. C'est-à-dire qu'un éco-organisme, c'est absolument lucratif. Mais on a 2 revenus. On a l'éco-participation, donc beaucoup d'entre vous doivent être familiers, mais on a aussi les ressources matières. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas dans l'absolu le prix du traitement. Oui. C'est la différence entre mes recettes matières et le coût de mon traitement. Donc moi, je paye beaucoup plus le traitement. Je suis sûrement celui au monde qui paye le plus cher ses coûts de traitement. Mais je suis aussi celui au monde qui a les meilleures recettes matières. Et moi, je suis convaincu, et nous, notre éco-organisme, parce qu'il y a un conseil d'administration avec les industriels derrière, enfin, je veux dire, c'est pas le but, c'est pas de faire plus pour le faire, mais on est convaincu qu'à terme, c'est moins cher de bien recycler. Mais c'est juste qu'à court terme, effectivement, c'est mieux de tout envoyer au broyeur et de faire n'importe quoi, ce que font certains pays européens. Ok. Oui, effectivement, mais ce que vous dites est vrai aussi pour le verre. Le verre, aujourd'hui, c'est plus facile, ça me coûte moins cher de prendre du sable et de faire du verre avec que de recycler une bouteille en verre. Enfin, c'est tout le problème, effectivement, de la fiscalité écologique qui n'est pas encore déployée, pour tout un tas de raisons, hein, et qui fait que on n'arrive pas à taxer suffisamment les gens qui extraient la matière première pour donner effectivement cet argent aux gens qui recyclent comme vous. Donc c'est des vases communicants, et tant que ces vases communicants. Donc aujourd'hui,
c'est désavantageux, donc c'est 4 fois plus cher, parce que la fiscalité est pas juste, elle est pas équitable. On paye pas toutes les externalités qu'il y a d'aller chercher l'argent dans des mines par rapport à ce qu'on pourrait gagner de l'extraire des panneaux solaires. Dans vos activités, vous n'avez pas parlé, mais est-ce que vous travaillez beaucoup? Est-ce que ça représente une grosse partie de votre budget d'investissement quand vous aidez les industriels qui fabriquent des panneaux solaires à fabriquer à concevoir des technologies plus faciles à recycler dans 20 ans, dans 30 ans? Alors non, enfin, ça ne concerne pas beaucoup de budget, parce que alors, l'éco-conception, c'est un sujet sur lequel qui est compliqué à travailler pour les organiser avec les industriels, parce que autant ils ont un intérêt commun à bien gérer collectivement leur recyclage, autant c'est pas, et c'est tout à fait normal et compréhensible, quand vous êtes industriel et que vous avez des secrets de fabrication, se mettre tous autour d'une table pour se mettre d'accord sur, je sais pas, utiliser du thermoplastique à la place de l'EVA, c'est pas forcément simple parce que derrière vous êtes sur vos secrets industriels et commerciaux et ça on l'entend. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est dans la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui a été promulguée en février 2020. Il y a des obligations d'éco-conception qui vont s'imposer à partir de cette année aux fabricants et aux importateurs qui vont devoir donner des plans d'éco-conception quinquennaux. Alors, c'est très français, et donc l'éco-organisme va se faire la synthèse, et alternativement, si le fabricant, l'importateur ne souhaite pas faire de plan d'éco-conception, l'éco-organisme peut se substituer à lui pour lui, pas lui imposer, mais pour lui faire de l'éco-conception avec lui. Donc, c'est quelque chose qui monte en puissance. Nous, on a des échanges réguliers avec les industriels français. Maintenant, on n'a pas non plus, dans l'éco-organisme, la compétence en termes de fabrication qui nous permettrait de vraiment être impactant. D'accord, très bien. Tout à l'heure, on a parlé du coût sur la partie argent. Ça coûte 4 fois plus cher de recycler que d'extraire. Combien ça coûte de recycler un panneau solaire? Beaucoup plus cher que l'éco-participation qui vous est demandé. Ça, je peux pas vous donner de chiffre, mais c'est un multiple à 2 chiffres. Mais simplement parce que tout à l'heure, on évoquait… C'est-à-dire l'ordre de grandeur. On va pas vous embêter sur les virgules, mais en gros, c'est quoi? Je pars entre 5 et 15, on va dire. Mais… Entre 15 et 5 et 15 euros, c'est ça? Par panneau. Entre 15 et 5 et 15 fois les 36 centimes des moyens d'éco-participation qui sont payés. Parce qu'aujourd'hui, l'éco-participation moyenne est autour de un peu moins de 40 centimes. Mais le modèle, en fait, c'est que c'est les retraites par répartition. Et là, on est dans les 30 glorieuses. Hein. Donc, il y a 5 000 tonnes collectées contre 136 000 tonnes. Donc, vous faites la division et vous retrouvez le multiple. Hein. D'accord. Ok. Non, mais c'est bon. J'ai compris. Et donc, effectivement, c'est une information importante, c'est que vous prélevez 36 centimes par panneau pour effectivement essayer de… Ça dépend des panneaux en moyenne. En moyenne, d'accord. Ok, c'est l'ordre de grandeur. Très bien. Donc, du coup, par rapport à l'aspect, on touche l'aspect réglementaire. Quels seront, effectivement, vous dites, voilà, il y a un déséquilibre, on a un tsunami devant nous, on construit pas assez d'usines. Peut-être que c'est parce que c'est pas assez lucratif. Est-ce que Veolia gagne de l'argent avec son usine? Est-ce que c'est rentable? Première question pour Veolia. Alors, là, ils en ont perdu parce qu'il y a eu des problèmes techniques et bon, c'est aussi l'industrialisation d'un nouveau procédé. Hein. C'est le problème. Il n'y a pas de procédé écrit dans le marbre qui dit c'est comme ça qu'il faut recycler les panneaux photovoltaïques. Donc, je pense pas qu'ils aient gagné beaucoup d'argent sur le premier, mais il y a le retour d'expérience et n'a pas de prix, comme on dit. D'accord. Alors, comment ça se passe le recyclage? Pouvez-vous nous décrire un petit peu les différentes étapes et quelles sont les étapes qui sont bien maîtrisées et sur lesquelles les étapes on a encore beaucoup de boulot pour pouvoir optimiser ces étapes-là? Alors, il y a plusieurs écoles, mais aujourd'hui, on travaille avec un processus. Alors, le panneau d'abord est décadré. On enlève le cadre aluminium et le boîtier de jonction. Ensuite, dans le process qu'on utilise principalement, il y a un découpage, il est cisaillé pour faire des petits carrés. Et ensuite, il passe dans un broyeur. Et ensuite, avec des cribles, des courants Foucault, enfin, on arrive à séparer 9 fractions différentes. Aujourd'hui, la problématique, c'est pas tant la séparation des fractions que les impuretés qu'on retrouve dans toutes les fractions. Qui sont, notamment l'EVA. Vous retrouvez de l'EVA partout et ça pollue tout. Ce qui est très embêtant.
Ouais, mais c'est un Donc le VA, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas, le VA c'est ce qui permet c'est la couche plastique qui est entre qui est soudée au verre et qui donne effectivement l'étanchéité au panneau, et ce qui est aussi dans vos pare-brises de voiture et qui permet de faire le verre feuilleté et qui est du plastique et donc qui est effectivement peut-être un petit peu compliqué à désolidariser de tout le reste, quoi. Ok, donc du coup dans les séparations vous avez 9 fractions et dans une de ces fractions il y a quoi? Il y a du silicium, dans une de ces fractions il y a de l'argent, il y a comment vous faites ensuite? Alors, vous avez 3 fractions de verre, vous avez une fraction d'aluminium. Alors, ces fractions peuvent être réutilisées plus ou moins directement. Bon, l'aluminium, ça va chez un affineur de métaux, comme la fraction de cuivre réclamée, les cellules, la fraction de cuivre également. La fraction silicium, c'est sans doute celle où il y a le plus de travail aujourd'hui en R&D, puisque c'est celle qui contient les métaux et notamment l'argent. L'argent. Aval. Donc, on travaille notamment avec des startups sur des procédures avec des traitements hydrométallurgiques qui vont permettre de récupérer le silicium, qui pourra ensuite réutiliser en silicium métallurgique notamment, et en récupérer les métaux. Puis voilà, vous avez la fraction, ce qu'on appelle la fraction composite, c'est tout ce qui est plastique, donc les GAL, le VA, qui elle part en valorisation énergétique. Donc toujours faire attention à la différence entre valorisation et recyclage, parce que la valorisation matière, c'est le recyclage. Mais la valorisation, c'est la valorisation matière plus la valorisation énergétique. Donc aujourd'hui, la fraction composite, grosso modo 9-10% de la composition des panneaux, elle part en valo énergétique, elle est transformée en combustible solide de récupération et elle sert à produire de l'électricité à nouveau, mais dans thermique. D'accord. Alors il y a une question de Jean-Marc qui dit « À quoi sert l'argent dans un panneau solaire ?» Alors, je ne suis pas ingénieur, mais pour la réaction photovoltaïque, pour transformer les photons en électricité, il y a des métaux sur le traitement en traitement de surface de la cellule. Alors, comment ça fonctionne exactement, je ne sais pas, mais en tout cas, ils en mettent de moins en moins. D'accord. Donc oui, effectivement, j'ai entendu dire qu'effectivement, on utilise, je crois, 10 fois moins d'argent maintenant qu'il y a 10 ans. Enfin, je crois qu'il y a des optimisations qui sont faites de manière importante. À peu près. Et ironiquement, ça fait augmenter le coût du recyclage. Et oui, puisque c'est plus difficile, parce qu'il y en a moins. C'est ça. Oui, et ça génère moins de recettes matières. C'est pour ça que je dis souvent à mes adhérents, faites des connecteurs en or, il n'y aura plus d'éco-participation. Il y aura sûrement beaucoup. Oui, ok. C'est tout le paradoxe de ce marché, ouais. Non, mais c'est vrai, mais ça, c'est un vrai sujet d'éco-conception, c'est-à-dire l'éco-conception et la réduction de la consommation notamment des métaux fait que les recettes matières issues du recyclage sont de plus en plus faibles. Donc, le coût net du recyclage augmente parce que vous mettez juste moins de matière. Oui, je comprends. Et oui, donc, ok, ça revient plus cher. Ensuite, parlez-moi un petit peu vous avez fait vos 9 fractions, et dans l'une des fractions, il y a du silicium, avec un mélange c'est pas du silicium purifié. Alors, il va où le silicium? Il est recyclé à quel niveau? Alors, ce qu'on appelle en metallurgical grade, c'est 4N, parce que le solar grade, c'est 6N, donc 99,9999999, donc 6,9 après la virgule. C'est pas aujourd'hui, vous trouvez du silicium solar grade sur le marché mondial à $7 le kilo. Si vous essayez de revendre du silicium solar grade recyclé, vous allez être plutôt autour de $30 le kilo. Autant dire que celui qui veut faire baisser son coût watt crête, il va pas avoir trop intérêt à prendre des panneaux issus de silicium recyclé. Mais à la limite, c'est pas parce que le silicium, vous le mentionnez, il y en a beaucoup sur Terre, c'est du sable, très purifié, soit. Mais nous, il y a des procédés aujourd'hui qui permettent d'arriver à du silicium solar grade 4N, metallurgical grade 4N, pardon, à un coût issu du recyclage à un coût similaire au coût de la matière première vierge. Et ça peut être utilisé notamment dans la production d'acier, pour faire de l'acier décarboné. Donc, c'est assez intéressant. Et il y a un équilibre économique ici, parce que vous savez, les aciéries payent beaucoup de droits d'émission de CO2. Et donc, en décarbonant leur acier, elles ont moins acheté de droits à polluer, pour faire simple. Et donc, il y a un équilibre économique qui peut être trouvé. Et c'est là que c'est intéressant. Et une grande partie de notre travail d'éco-organisme, c'est de créer des boucles. Moi, je ne crois pas aux boucles fermées, mais en boucle ouverte, on peut faire des choses très intelligentes. Et le silicium métallurgique, aujourd'hui, est une très, très bonne solution. D'accord. Donc, plutôt aujourd'hui, vous voyez plus le recyclage du silicium plutôt que de repartir dans un autre panneau solaire, plutôt que d'aller dans une autre industrie, une boucle ouverte. C'est ça que vous exprimez. Oui. Non, mais il n'y a pas de raison, de toute façon, de réserver ce qui est d'une... il n'y aurait pas de raison de réserver le silicium issu du panneau solaire à la fabrication de panneaux solaires. Nous, ce qu'on veut, c'est maximiser sa valeur par rapport à son coût de recyclage
C'est l'équilibre technico-économique. Et le marché, finalement, est le driver, parce que demain, je peux vous recycler un truc à un niveau de pureté incroyable, mais s'il ne trouve pas preneur sur le marché, tout l'effort économique et environnemental qui a été nécessaire pour le recyclage, s'il ne sert à rien, bon, ben, on aurait... Bien sûr. Ouais, je comprends. Et est-ce qu'il n'y a aucune marque qui aujourd'hui dit, bah voilà, moi je m'engage à fabriquer des panneaux dont les cellules sont déjà recyclées de cellules existantes, et du coup je m'en fais en termes de marketing pour dire, comme Patagonia qui vend effectivement ses polaires recyclés à base de bouteilles en plastique, qui fait un argument écolo. Est-ce qu'il y a des industriels qui pourraient s'en gargariser, qui pourraient en tirer une valeur marchande? Il n'y a pas d'industriel qui le fait. Il y a des industriels qui travaillent, notamment des industriels français qui essayent d'avancer sur ce sujet-là. Nous, c'est de toute façon, c'est un sujet important. C'est l'incorporation de matières recyclées dans les nouveaux produits. D'accord. Il y a des obligations, notamment qui sont liées à la loi AGEC, et là, avec la loi climat qui est en discussion au Parlement en ce moment, il va y avoir aussi des choses qui vont se faire. Je pense que le sujet n'est pas le silicium, cela dit, ça va être plutôt l'incorporation notamment de verre recyclé dans le verre pour avoir des vrais impacts. Parce que le silicium, ça reste quand même très epsilonesque dans toute cette affaire. D'accord. Donc du coup, ce qui repart effectivement, donc c'est le verre repart dans le verre, l'alu repart dans l'alu, mais le silicium part dans d'autres filières. En gros, c'est ça. Oui, bah c'est un autre oui, mais il sert de silicium. Ouais. Oui, mais je n'ai pas dit que c'était lié en mal, hein. Je dis que c'est juste des boucles ouvertes. Ok, très bien. Je peux vous dire que la présence d'antimoine éventuelle dans le verre panneau photovoltaïque inquiète beaucoup de potentiels repreneurs. Donc, la difficulté dans l'économie circulaire, d'une part, vous devez générer une matière première secondaire qui soit suffisamment pure, en tout cas qui réponde au cahier des charges des industriels qui veulent produire de nouveaux équipements, que ce soit en panneaux solaires ou autres. Et vous devez trouver aussi des gens qui auront des capacités d'absorption. Voilà. Moi, j'avais calculé si on recyclait à 100% tous les boîtiers de jonction qu'on collectait, on aurait 800 tonnes de plastique. Et vous avez aussi des enjeux, et donc vous avez aussi des enjeux de volume. C'est-à-dire, si je vais voir avec quelqu'un dire j'ai 800 tonnes de plastique un petit peu exotique, personne ne veut. Parce que dans un process, vous voulez une matière très cohérente, très standardisé. Et il faut à la fois des volumes et à la fois des gens des exutoires qui vont bien en vouloir. D'accord. Très bien. Merci. Ouais, effectivement, c'est logique. Et donc, effectivement, pour qu'il y ait des usines qui se fabriquent, donc il faut qu'effectivement que ça aujourd'hui, il n'y a pas assez d'usines. Il en faut plus. Il faut qu'il y ait une attractivité économique. On arrive à l'aspect réglementaire. Vous avez commencé à dire effectivement que c'était une directive européenne qui avait créé un peu ce marché. Comment vous, si vous étiez effectivement un peu la question traditionnelle qu'on pose chez Commois Café, au Café Débat, si vous étiez ministre de l'écologie et que vous vouliez effectivement développer cette filière solaire et la rendre la plus vertueuse possible au niveau du recyclage, quelles seraient les 3 premières actions que vous prendriez pour pouvoir aller dans cette bonne direction? Alors, le ministre de l'écologie, ou la ministre en ce moment, c'est elle qui me donne mon agrément. Donc, non, mais je dis pas que vous jugez son travail. Si demain vous étiez dans 5 ans nommé ministre. L'incorporation, la première mesure, ça serait l'incorporation de matières recyclées, parce que vraiment, il faut amorcer la pompe. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui pensent, et même des consommateurs, si vous leur dites ce produit est issu de matière recyclée, il y a des gens qui pensent que c'est une matière de moins bonne qualité. Ce qui est faux d'un point de vue chimique, mais peu importe. Donc, vous avez déjà ça. Donc, si vous obligez à incorporer de la matière recyclée dans les nouveaux produits, ça va permettre aussi de créer des débouchés pour les industries du recyclage. Parce que pour amorcer la pompe, ça me semble une chose essentielle. Je pense que ça serait vraiment la mesure qui me semble la plus pertinente. Alors, juste cette mesure-là, donc incorporation de matières premières recyclées dans les nouveaux produits, c'est-à-dire qu'il faudrait que, par exemple, prenez des exemples, donc ce serait une loi qui dit vous n'avez plus le droit de fabriquer du verre s'il n'y a pas une partie de verre qui est recyclée, vous n'avez pas le droit de fabriquer de l'aluminium s'il y a une partie qui n'est pas recyclée, vous n'avez pas le droit de fabriquer des panneaux solaires dites-moi un petit peu ce que pourrait être votre décret. C'est de dire, dans un panneau photovoltaïque, par exemple, dans un panneau photovoltaïque, il faudrait peut-être qu'il y ait au moins 20-25% de matière recyclée. Ce qui n'est pas très dur à atteindre, par ailleurs, parce que si vous prenez juste l'alu, qui est toujours recyclé, il y a 5 kilos d'alu par humain sur Terre en moyenne, à moins qu'on ait trouvé de nouveaux gisements depuis, mais l'alu est recyclé à l'infini, donc vous avez déjà le cadre alu qui peut être recyclé 14% de votre poids, donc vous avez déjà atteint un bon truc. Si vous mettez 10% de verre recyclé, bon, pourquoi pas.
D'accord, d'accord. Ok. Donc, du coup, imposer, par exemple, que tous les panneaux fabriqués sur Terre aient au moins 25% de matière recyclée à l'intérieur de chaque panneau. Ce serait un bon début. Je ne sais pas si l'État français peut ça, mais peut dire les panneaux qu'on raccorde au réseau en France pourraient respecter ça, par exemple. D'accord. Ok, ok. Donc, ces premières lois, donc effectivement, donc du coup, est-ce que ça pourrait être un bonus-malus? C'est-à-dire que les panneaux qui en ont le plus ont un bonus et ceux qui en ont moins ont un malus? Là, vous touchez un vaste sujet. Je serai dans le ministère sur ce sujet-là. Ça s'appelle l'écomodulation. Ça existe déjà sur d'autres types d'équipements, par exemple sur les téléphones portables. C'est-à-dire que si vous avez un iPhone, vous allez payer 100% de malus sur votre éco-participation. Alors, vous allez me dire, comme l'éco-participation du téléphone portable, c'est un centime de pénalité sur un téléphone à 1000 balles, ça va pas vous. Dans la loi AGEC, la pénalité peut aller jusqu'à 20% du prix de vente du produit. Donc, mais en gros, l'iPhone, ce qui lui est reproché, c'est qu'il n'utilise pas un connecteur universel. C'est pas un connecteur USB, c'est le truc Apple. Bon, vous avez des critères qui peuvent être des critères de réparabilité, la mise à disposition de pièces détachées. Voilà. Sur les autres équipements des 3 c'est pas forcément applicable tel quel au panneau photovoltaïque, qui est un produit qui a des particularités qui font que la réparabilité, la durabilité peuvent s'opposer. Mais vous avez effectivement dans la loi, et c'est prévu, aujourd'hui encore, le ministère de l'Environnement m'a demandé qu'est-ce qu'on compte faire, comment on compte pénaliser ceux qui ont des mauvaises pratiques et comment on compte avantager ceux qui ont des bonnes pratiques. Mais c'est un très très vaste sujet. D'accord, donc du coup, on rentre dans le début des discussions. Oui. Alors, qui est leader mondial qui est le plus brillant, qui est le meilleur élève de la classe en termes de recyclabilité des panneaux solaires? Alors, c'est pas l'Allemagne, d'après ce que vous nous dites? Ah, vous voulez dire en termes de politique. Qui a mis en place les politiques les plus intelligentes par rapport à ça? La France? Il faut savoir le dire, la France. D'accord, ah bah super, c'est une bonne nouvelle ça. Donc, du coup, la France, effectivement, vous dites qu'en termes de contraintes, de mise en place du processus, on n'a pas à rougir de ce qu'on a mis en place autour de ça. Mais il n'y a pas un pays qui a fait plus que la France sur ces sujets-là, mais de loin. Hein. La question se pose pas. Quand on voit au niveau industriel, c'est le seul pays où il se passe des choses. Alors, on se fera peut-être, le jour où la Chine se met sur le sujet, je pense que ça va aller très très vite aussi, hein, et on se fera rattraper. Mais effectivement, on est un pays sur lequel il y a ce sujet est plus en pointe et où on a plus avancé, ouais, absolument. D'accord. Donc bravo alors à vous et à Veolia, parce que c'est le partenariat effectivement entre un industriel qui a fait le choix d'investir, vous qui avez effectivement créé ce dispositif global. Je dirais même surtout bravo à la filière photovoltaïque française en vrai, parce que nous on en est son émanation, mais il y a toutes les parties prenantes. Vous avez les pouvoirs publics qui sont vraiment dans la discussion, dans la co-construction. Vous avez la filière photovoltaïque française qui a fait un choix qui est pas forcément le plus avantageux financièrement à court terme pour elle, mais qui s'est dit OK, on a une vraie vision d'industriel de long terme. Et c'est vraiment la chance de notre organisme d'avoir dans notre conseil d'administration des industriels avec des sociétés, Photowatt par exemple, Voltaic Solar, enfin voilà, des gens qui ont cette vision industrielle de long terme pour faire des choses qui sont d'ailleurs plus intéressantes et qui font qu'en France, on a ce que moi j'appelle une filière de high value, à haute valeur ajoutée, par opposition à ce que je vois dans d'autres pays qui sont nos voisins, où c'est du low cost, et ça ne bouge. Quand vous êtes enfermé dans le low cost, vous êtes dans un cercle vicieux. Donc c'est vraiment la filière française qui s'est dit, on va faire quelque chose, et on va bien le faire. Les pouvoirs publics qui sont dans la co-construction, qui mettent des réglementations, mais qui permettent quand même d'avancer de manière intelligente. Les industriels, les opérateurs de traitement et les opérateurs de collecte, qui en France sont innovants. C'est pas pour rien qu'on a Veolia et Suez, même si l'un est en train de manger en partie l'autre. Mais oui, hein, l'industrie du recyclage allemand, c'est comme après, ouais, c'est après Austerlitz pour eux. Il y a plus personne et ils se sont fait bouffer parce que le low cost, ils investissent pas, ils font que du low cost. Et ils n'ont plus de moyens d'investissement. Et vous avez les associations de consommateurs ou les associations qui nous tapent un peu sur la tête, mais ça nous motive. Vous avez l'ADEME qui lance des choses sur l'éco-consommation. Et vous avez, des gens comme moi qui vont dire on va parler de ce sujet. Mais c'est vrai, si vous allez sur le site, je pense, d'Engie, vous avez toute une page sur le recyclage. Enfin, il y a vraiment un truc où tout le monde s'est dit on a un sujet commun, on avance. Et c'est comme ça, parce que c'est pas l'éco-organisme tout seul qui, ex nihilo, va créer une filière. Alors, on est le rouage un peu au centre de tout ça, mais sans les autres parties prenantes, on n'est plus rien.
D'accord, ok, c'est très bien. Bah, merci. En tout cas, c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'effectivement, c'est un vrai travail collectif et qui donne de bons résultats. Parce qu'effectivement, si la France est aujourd'hui en pointe, c'est un peu grâce à cette équipe qui a réussi à construire ce beau projet. Ce qui est pas facile parce qu'effectivement, faire travailler en même temps des industriels, des pouvoirs publics, des associations, etc. Je connais un peu le sujet. C'est pas toujours très rose. Donc, il y a une question qui est posée, c'est l'obligation de recyclage des panneaux solaires est-elle uniquement en Europe ou c'est dans tous les pays du monde? Alors, c'est une directive européenne, donc elle est en Europe et l'Europe est le premier à l'avoir imposée, mais vous avez un certain nombre de pays qui ont suivi l'Europe et d'ailleurs, toujours la force réglementaire de l'Europe étant première dans les autres pays copient nos réglementations, ce qui donne un avantage à nos industriels. Mais vous avez aujourd'hui des obligations au Japon, vous en avez en Corée, vous en avez dans certains États des États-Unis, notamment la Californie et l'État de Washington. Et bientôt en Caroline du Nord. Voilà, donc vous avez, ce sont l'Australie est en train de travailler dessus. Voilà. Donc les grandes économies s'y mettent. D'accord. Et donc, du coup, tous ceux qui vendent des panneaux solaires en France, tous les fabricants, notamment asiatiques, doivent vous payer une cotisation pour pouvoir participer à recycler leurs panneaux. Oui, alors en fait, c'est l'importateur. Généralement, c'est pas celui asiatique, mais c'est celui qui achète auprès de la société asiatique. D'ailleurs, c'est allemand, peu importe. Mais oui, tout panneau vendu doit payer l'éco-participation. Si vous voyez un panneau sans éco-participation, n'hésitez pas à dénoncer. Soyez rassurés, on reçoit des dénonciations très régulières. Donc, oui, okay. J'espère qu'il y aura d'autres manières que la dénonciation pour avancer. Mais bon, okay. On fait de la veille, mais parfois on retrouve un concurrent qui n'est pas content que son voisin franchisse de ses obligations. Mais attention, c'est la même chose que le type qui fraude dans le train. Quand il y en a un qui ne paye pas, c'est les autres qui payent pour lui dans le système. Oui, c'est clair. Oui, bien sûr. Non, mais c'est normal. Ok. Donc, du coup, aujourd'hui, le prix que vous calculez, vous disiez tout à l'heure que ça dépend des panneaux. Il y a donc des panneaux qui payent plus cher, d'autres qui payent moins cher. Ceux qui payent plus cher, c'est parce qu'ils sont. Alors, non, c'est pas une question de polluance, c'est une question de coût de traitement. Et je vous disais tout à l'heure, en mettant moins de matière, potentiellement, vous augmentez le coût de traitement d'un produit. Ça dépend de deux choses. C'est ce qu'on appelle la structure de coût, c'est-à-dire, en l'occurrence, les panneaux en tellurure de cadmium, pour vous donner un exemple, et qui ne trahissent pas de secret, sont recyclés en Allemagne. Donc, on a un prestataire en Allemagne. Mais moi, quand je collecte un panneau, je ne sais pas, dans les Bouches-du-Rhône, si je dois envoyer, je dois payer le transport de ce panneau puisque l'usine de traitement est pas loin de Berlin, jusqu'à Berlin, donc dans l'est de l'Allemagne. Si je collecte un panneau cristallin, en revanche, dans les Bouches-du-Rhône, au même endroit où j'ai été transporté, je peux l'envoyer chez Veolia à Rousset, qui est dans les Bouches-du-Rhône. Je vais peut-être faire 100 km. Ça va me coûter moins cher. Je ne peux pas dire que l'un est plus polluant que l'autre. Mais donc, simplement, ils ont des structures de coûts qui sont différentes. Et par justice et par équité entre les metteurs sur le marché, on dit telle technologie a telle structure de coût. On la connaît puisqu'effectivement, on opère le système et on fait payer chacun au prorata de sa structure de coût. D'accord. Donc, du coup, plus ça vous coûte cher à recycler, plus c'est cher pour le fabricant. On internalise le coût de fin de vie du produit. Mais il ne faut pas considérer que ça soit un jugement environnemental. Pas forcément. D'accord. Oui, ok. Non, c'est juste la complexité technique qui est derrière. Ok. Très bien. Parce que c'est vrai que moi, les panneaux fer solar, donc les tellures de cadmium que vous évoquiez, moi j'ai toujours eu un petit peu un doute sur la durabilité. Parce que c'est quand même un panneau cristallin, ça a l'air assez simple, assez facile à recycler. Vous dites que un panneau de fer solar, c'est pas moins écolo qu'un panneau cristallin. Moi, je suis, comme je vous dis, je suis agnostique sur ces sujets. D'accord. Non, mais je pense que ce qu'a fait First Solar, c'est quand même l'un des rares fabricants de panneaux à avoir mis en place aussi son système de recyclage. Donc, il faut aussi rendre à César ce qui lui est César. D'accord. Donc, du coup, donc c'est un sujet, effectivement, moi, instinctivement, j'aurais pu penser que First Solar était moins. Parce que c'est vrai que c'est le seul couche mince qui a survécu, quoi. Tous les autres couches minces ont disparu. C'est le seul qui a survécu. Pour le coup, vous mentionnez l'impact carbone au début, c'est évident. L'impact, dans les analyses carbone simplifiées des appels d'offres creux, First Solar a des très très bonnes notes parce que ils ont eu un système de production qui est très décarboné. Après, on peut faire des critiques à la présence de cadmium en particulier. Après, l'important c'est que ça soit recyclé dans de bonnes conditions. C'est aujourd'hui. D'accord. Très bien. Donc, on arrive à la fin, il est 19h28, on a plus que 2 minutes pour ce café débat. Alors, on arrive toujours à des questions un peu traditionnelles en fin de café débat. Alors, Nicolas, par rapport à vos certitudes, aux choses que vous êtes convaincu, vous dites, tiens, je suis sûr à 100%,
Est-ce qu'il y en a une que vous avez dans le truc, vous en êtes sûr, vous mettrez votre main à couper, et qui pourtant, cette certitude n'est pas partagée par beaucoup de gens. Vous dites, c'est bizarre, à chaque fois que je rencontre des amis, quand on parle le week-end, à chaque fois je leur dis ça, c'est comme ça, et ils me disent, mais non, c'est pas vrai, Nicolas, on ne croit pas, et il faut passer du temps pour démontrer. Alors, est-ce que vous avez ce genre de croyance, de certitude que vous avez du mal à partager avec beaucoup de gens? Je pense que je dirais c'est cette question de le high value, c'est la seule voie. J'en suis convaincu financièrement, philosophiquement et environnementalement, je vous dirais. C'est-à-dire que c'est pas forcément toujours simple d'aller dire aux gens qu'il faut payer plus pour recycler. Parce que vous tapez au portefeuille et les gens veulent. C'est normal, on veut faire les choses au meilleur coût. Mais il faut convaincre les gens qu'aujourd'hui, on va faire un effort là pour mieux recycler. Et à long terme, parce qu'on va récupérer la matière première, parce qu'on va être sur des matériaux en tension, c'est un bon choix économiquement, c'est un bon choix environnementalement. Et philosophiquement, mieux recycler, ça paraît ça paraît un peu mieux que moins bien recycler. Bon. Voilà. Et c'est pas forcément toujours simple parce que il faut faire beaucoup de calculs pour le démontrer. Voilà. D'accord. Et parfois, il n'y a pas de bonnes intentions dans le recyclage, je peux vous le dire. Ok. Bon, j'espère que vous aurez fait un grand nombre de convaincus ce soir. Et en tout cas, moi, je le suis. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce café débat comme Watt. Et puis, donc, la vidéo sera disponible dès demain, effectivement, pour tous ceux qui n'ont pas pu être là ce soir. Merci, bon recyclage. Et puis, si vous avez des questions, et puis, n'hésitez pas à les envoyer par mail. On les enverra à Nicolas. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tous. Au revoir.